À toutes et à tous, merci infiniment C'est très impressionnant cette lumière-là. Merci aux organisateurs pour cette invitation. Merci infiniment aux sponsors pour cette grande réunion. Enfin, je suis donc Christian Denartier, je suis professeur de collège. Et en collège, généralement, le matin, quand les élèves arrivent, ils passent la grille. La première chose qu'ils vont voir, c'est la liste des professeurs absents de la journée. Donc ça commence assez mal pour nous dans cette profession. Donc je vois que personne n'est parti, ou alors ceux du premier rang sont partis. En voyant mon nom, j'étais présent. Donc je vous remercie d'être venu ce matin, mais je sais que ce n'est pas que pour moi, donc bon, on ne va pas exagérer non plus. Je vais parler de percolation et de transmission. Ce sera le sujet de cette pédagogie dite agile. Mais tout d'abord, je voudrais parler d'une expérience qui a été menée il y a une quinzaine d'années, où on a rassemblé une jeune chimpanzé devant une boîte noire, et on lui a montré tout un tas de gestes à effectuer. Donc, la jeune chimpanzé a effectué tous les gestes qu'il fallait. Elle a tapé sur une boîte noire, elle a poussé un cylindre. Ensuite, elle est allée sous cette boîte noire et elle a fait encore divers gestes qu'on lui a montrés. Et à la fin de cette petite expérience, elle a reçu une petite friandise, elle était contente. On a invité une jeune fille également, Homo sapiens, pour faire exactement la même expérience. Et effectivement, la jeune Homo sapiens a fait exactement comme la jeune chimpanzé. Elle a suivi exactement tous les gestes qu'on lui a transmis. Elle a reproduit tous ces gestes. Les chercheurs se sont dit, bon, voilà, donc l'apprentissage, c'est assez simple. Il suffit de montrer, et puis, que ce soit un singe ou un Homo sapiens, eh bien, tout le monde réussit. Et ils se sont dit, d'accord, boîte noire. Et si on mettait une boîte transparente? Et là, la jeune chimpanzé n'a pas du tout reproduit les premiers gestes parce qu'elle s'est aperçue que ces premiers gestes ne servaient strictement à rien pour obtenir la friandise. Donc elle est allée directement chercher la friandise. Bon, première constatation. Et on a fait la même chose avec la jeune Homo sapiens qui, elle, voyait bien que tous les premiers gestes ne servaient à rien puisque le haut de la boîte et le bas de la boîte n'ont aucune communication, mais elle a reproduit tous les gestes scrupuleusement et à la fin, elle a eu sa friandise. Alors qu'est-ce qu'on pourrait conclure? Est-ce que l'Homo sapiens est complètement idiot? Il fait des choses inutiles, on lui transmet des choses et il les fait quand même, même s'il sait que c'est inutile. Alors les chercheurs ne sont pas allés jusqu'à cette conclusion. En ce qui me concerne, moi, je suis un singe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a des choses inutiles, je ne les fais pas. Donc voilà le scoop, je suis un singe, un chimpanzé, il me reste quelques éléments. Quand je vois que ça ne sert à rien, je vais droit au but. Une chose importante, apprendre, donc quand on nous transmet des informations, c'est aussi apprendre à inhiber. L'inhibition fait partie de l'apprentissage et c'est ce qui pourrait permettre le changement. Voilà une des conclusions par laquelle je voudrais commencer. L'enseignement, je voudrais dans une première partie dire pour quelles raisons je suis arrivé jusqu'à l'agilité. Et puis dans une deuxième partie, je vais vous présenter ma salle de classe pour vous montrer comment on peut travailler avec la philosophie agile et le manifeste agile. Alors, tout d'abord, l'éducation au niveau planétaire commence par du fixisme. Les jésuites en France ont mis en place un système éducatif dans lequel l'invariabilité était la norme. Par la suite, en 1870, les Prussiens ont gagné la guerre contre les Français. Ils avaient un système éducatif très performant. Et donc le modèle militaire prussien a été mis en place tout d'abord aux États-Unis, ensuite en France, après au Japon, enfin sur l'ensemble de la planète. Et j'en garde encore les stigmates puisque j'ai un grade dans l'éducation nationale. Je suis gradé avec mes supérieurs, avec tout un tas d'éléments qui font que, on est bien dans un système hiérarchisé militaire. Et puis, fin 19e, est arrivé également le taylorisme et l'enseignement participe également à augmenter cette partie militaire pour avoir de la performance et pour considérer que on était dans un système de produit, il fallait produire. Alors, ce système-là, ça ressemble étrangement à une chaîne de montage qui a été
mis en place d'abord à Chicago, dans les abattoirs, et Taylor s'est aperçu que c'était très pratique. Bon. Et puis quand on voit une salle de classe, voilà une salle de classe traditionnelle, avec toutes les tables en rang face au professeur et au tableau qui va transmettre son savoir pour qu'il puisse reproduire l'ensemble des gestes et des paroles. Alors est-ce que ça se passe aussi bien que ça, cette transmission? Je n'ai pas l'impression. Lorsque j'ai étudié l'approche systémique, je me suis rendu compte qu'il fallait bien distinguer trois éléments: l'énergie, la matière et l'information qu'on va transmettre. Donc, je voudrais montrer, à travers le vocabulaire, qui est primordial, que l'énergie apparaît encore dans le vocabulaire de l'enseignement. Donc on va parler tout d'abord de cycle d'études. Donc il y a 4 cycles, je travaille dans le cycle 4, le 4e cycle, qui est fondamental parce que l'ensemble des cycles montre qu'on doit reproduire au fur et à mesure les choses qui ont été vues précédemment dans de nouvelles expérimentations. Au niveau de l'énergie, on parle toujours de la pression du bac, comme s'il y avait une vraie pression, une folle énergie. Les élèves travaillent. Alors, en ce qui me concerne, dans ma salle de classe, les élèves ne travaillent pas. Il n'y a aucun travail de leur part. On va mettre des notes de 0 à 20 pour mesurer le niveau d'énergie donné par les élèves. Et puis, on va transférer des savoirs comme on peut transférer de l'énergie. Pour la matière, on va contrôler l'ensemble de ce que font les élèves. Et puis pour la matière, on va parler des différentes matières. Donc moi, je n'ai pas de matière, j'ai ce qu'on appelle une discipline. On va corriger des copies. Donc je ne corrige pas des copies, les élèves ne copient pas ce que je fais, même ils se servent de ce que je vais transmettre. Et puis on va parler de la masse de travail, mais également du fait que le niveau de l'école baisse. Ça c'est un leitmotiv. Donc le niveau, est-ce qu'il y a vraiment un niveau palpable, mesurable à l'école? C'est excessivement difficile. Je me suis toujours dit que j'aurais dû garder, depuis 25 ans que j'enseigne, j'aurais dû créer un exercice que j'aurais refait chaque année pour voir si le niveau sur cet exercice montait ou baissait. Je ne l'ai jamais fait. Il faudrait demander à un jeune enseignant qui débute de faire ceci dans chaque discipline. Ce serait bien plus pratique. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du système militaire prussien. Ça ne m'enchante pas vraiment, ce système militaire. Mais j'ai découvert il y a quelques années qu'il y avait un grand chef cuisinier français qui s'appelait Auguste Escoffier, qui a inventé la culture de la cuisine française. Si vous allez dans un immense restaurant, 4 étoiles, 5 étoiles ou 10 étoiles, la cuisine est faite par Auguste Escoffier et il a reproduit exactement le modèle militaire prussien. Et ça fonctionne très très bien. Donc une première constatation, c'est que est-ce qu'il faut absolument tout rejeter? Donc je vais quand même conserver certaines choses des modèles antérieurs qui, pour moi, pourraient paraître obsolètes. Donc Auguste Escoffier, voilà, un style de cuisine. Avant Escoffier, les cuisines étaient sales, les gens ne se lavaient jamais les mains, la cuisine pouvait être, les aliments pouvaient être avariés. Il a inventé la propreté, il a inventé les brigades pour avoir une nourriture saine, propre et excellente. Donc, qu'est-ce que je mets en place dans la salle de classe? En fait, j'ai longtemps réfléchi et je me suis dit la seule chose qui compte, c'est mon bien-être. Mon bien-être dans la salle de classe. Quand je pars le matin, je dis à mon épouse, qui fait la même activité que la mienne, en art plastique, je lui dis, bah, écoute, amuse-toi bien pendant cette journée avec les élèves. Et en ce qui me concerne, est-ce que je vais m'amuser? Est-ce que je vais prendre du plaisir? Je ne cherche pas à ce que les élèves soient dans une forme de bien-être. Ça me semble un peu douteux de vouloir le bien-être de chaque élève. C'est leur bien-être qu'ils doivent, dans un environnement propice, qu'ils doivent, si possible, réaliser. 2005, pour mon bien-être, il y a l'article L912-1-1 qui est apparu en 2005, qui prône la liberté pédagogique de chaque enseignant. Donc je suis comme dans une entreprise libérée, je suis un professeur libéré, donc j'ai une vraie liberté. Mais attention, cette liberté, quand on regarde le texte avec précision, elle s'opère dans le respect des programmes,
Elle respecte les instructions du ministre, elle respecte le projet d'établissement qui est mis en place tous les 3 ou 4 ans, et également sous le contrôle des inspecteurs. Donc cette liberté, elle est bien dans un cadre, comme le manifeste agile, comme le cadre Scrum, comme Extreme Programming. Il y a bien un cadre qu'il faut respecter. Donc mon rôle, tous les jours, est de respecter le cadre, les textes de ce que l'on m'a transmis. Cette transmission et cette liberté et le changement dans l'éducation nationale et dans l'éducation en France et dans le monde remontent en 1972. Vous avez entendu parler de 1968 où il y a eu quelques petits soucis à travers le monde. Les rapports de l'UNESCO sur l'éducation. Donc 1972, le rapport Edgar Faure qui s'appelle « Apprendre à être ». C'est vraiment à partir de là que va s'opérer un changement de mentalité dans l'éducation. Apprendre à être, 1972. Puis, en 1998, le rapport Delors qui s'appelle « L'éducation, un trésor est caché dedans ». Donc des textes fondateurs qui sont très très peu connus, mais qui vont amener à 2005 cette liberté pédagogique. Et en 1999, le rapport de Edgar Morin qui développe en quelques pages les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Un texte riche, profond, et je me sers tous les jours de respecter le cadre émis par l'UNESCO. Le premier texte, le premier rapport Faure, 1972, regroupait, tenez-vous bien, les États-Unis, l'URSS, l'Iran, la France, tous réunis pour essayer d'obtenir une véritable éducation, une véritable formation, une véritable instruction qui respecte chaque individu et qu'on sorte de ce système militaire prussien. UNESCO, la planète. En Europe, en décembre 2006, édition d'un cadre de référence européen sur ce qu'on appelle un socle commun. En fait, en Europe, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de contrecarrer l'hégémonie américaine en économie et chinoise. On s'est dit, il faut que l'Europe soit très forte. Pour être forte, il faut former de futures personnes, de futurs individus, quel que soit le lieu dans lequel ils seront par la suite, eh bien, pour avoir une Europe forte, ce qui veut dire des gens éclairés, des gens qui puissent réfléchir par eux-mêmes et surtout créer par eux-mêmes. Donc, décembre 2006, l'Europe décide de mettre ce texte en place, qui est adopté par la suite, immédiatement par la France. Mais également, il y a les rapports de l'OCDE et notamment du CERI, le CERI qui est l'organisme dans l'OCDE qui s'occupe d'éducation, en 2006, un texte très complet sur repenser l'éducation. Donc ici, à partir de 2006, on est vraiment dans une véritable révolution sur l'enseignement. L'UNESCO renchérit en 2005 avec le dossier les sociétés du savoir. En 2014, sur les principes directeurs de l'apprentissage du XXIe siècle. Et enfin, le rapport de 2015 sur repenser l'éducation. Donc des textes excessivement forts, profonds, que j'ai lus et que j'ai adoptés et qui montrent, je voudrais vous montrer que en fait, je n'innove absolument pas dans tout ce que je fais. Je ne fais que respecter des choses qui ont déjà été faites. Je n'invente rien, j'applique des textes qui datent déjà de 1972. Et donc en 2008, mise en place dans toutes les écoles et collèges en France du socle commun de connaissances, de compétences dans un premier temps. Et puis à partir de 2013-2015, on a rajouté et de culture. Donc, je vais vous parler rapidement de ce socle parce qu'on en parle très très peu et je suis un enseignant qui défend le socle contre vents et marées, finalement. C'est un sujet relativement tabou. Donc, programme cycle 4, voici le sommaire rapidement. Donc, moi, je suis ici en français, je suis professeur de français, la littérature, grammaire. Avant 2008, en fait, je m'occupais que d'enseigner le français, la grammaire, la littérature. À partir de 2015, j'enseigne également, comme tous les autres enseignants, l'éducation aux médias et à l'information. Apprendre à déchiffrer ce que l'on nous dit. La transmission, c'est bien, mais encore faut-il avoir un esprit critique. On a ajouté également l'histoire des arts, où on va réfléchir sur la créativité, créer soi-même. Et puis,
En premier, le volet 2, c'est-à-dire la contribution essentielle de toutes les disciplines au socle commun. C'est un texte de une dizaine de pages à peine, qui fait que chaque enseignant doit, au préalable, avant sa propre discipline, eh bien, mettre en place un socle commun à l'ensemble des enseignants. Le socle, rapidement. Voilà ce qu'on peut voir. Donc, en tout premier lieu, prendre en compte le développement de chaque enfant, un développement harmonieux où on lui demande de faire des choix, par exemple. Dans un deuxième temps, quand on présente le socle, eh bien, on va travailler sur l'utilisation des langages, et non pas d'un seul langage, car une transmission d'un seul langage peut porter à confusion. J'ai vu qu'il y avait une conférence ou un atelier sur les biais cognitifs. Eh bien, les biais cognitifs doivent être connus, même si sachant les biais cognitifs, on a du mal à faire en sorte de les éviter. Donc, utiliser l'ensemble des langages. Ça peut être le langage graphique, comme on a vu tout à l'heure. On va faire preuve également pour chaque élève d'esprit critique. On va également demander aux élèves de travailler l'abstraction et également la modélisation, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Également, un point important, c'est qu'ils soient aptes et capables d'être créatifs. D'avoir également au sein de la classe et du collège un esprit de responsabilité. Et enfin, il faut qu'ils puissent comprendre qu'il y a à la fois des normes culturelles au-delà de chaque individu, mais en même temps qu'on doit respecter chaque individu avec ses propres règles. Donc c'est un espèce de jonglage particulièrement difficile qu'il faut mettre en place. Rapidement, 5 domaines dans le socle. Le premier domaine, donc, ce sont les langages, où on parle de la rigueur de l'expression, s'adapter à une diversité de situations, résoudre un problème. Donc ça, c'est ce qui est demandé dans chaque salle de classe. Le domaine 2, sur les méthodes et outils pour apprendre. Apprendre des outils qui permettent d'apprendre. C'est le fameux apprendre à apprendre, où on va faire un travail coopératif et collaboratif sous toutes ses formes, avec le travail de projet. Les élèves vont mettre en place des projets, soit des projets personnels, soit des projets en groupe. Le domaine 3, où on va former la personne et le futur citoyen. Donc le sens critique, l'ouverture aux autres, exprimer ses émotions pour mieux les comprendre, non pas réguler ses émotions, ce qui est excessivement difficile, mais savoir les émotions des autres et comprendre les émotions, respecter les autres, travailler la controverse dans le discours et dans les langages. Le domaine 4 sur les systèmes naturels et techniques, travailler sur la modélisation scientifique, travailler sur l'induction, la déduction, la démarche d'essai-erreur. Si vous êtes agiliste, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Le domaine 5, enfin, sur les représentations du monde et de l'activité humaine, avec le travail sur la créativité, la notion d'imaginaire qui est fondamentale en science. Un scientifique est quelqu'un qui imagine d'abord des choses extraordinaires, bizarres, impossibles à réaliser, ce qui lui permet effectivement d'avancer. Et puis son engagement personnel. Et je me dis, mais dans une salle comme ça, est-ce qu'on peut mettre en place le socle commun? Est-ce que les élèves peuvent discuter entre eux, être créatifs lorsqu'ils sont obligés d'écouter, assis, et de parler en levant la main? Ça me paraît totalement improbable, voire impossible. Et quand je vois une salle de classe comme ça, je me dis, mais comment appliquer le socle dans une salle de classe dans cette disposition militaire? Une chose, dans le collège dans lequel je suis, les élèves viennent devant la salle de classe, se mettent en rang, deux par deux. Le professeur leur dit alors d'entrer, parce qu'ils ne sont pas capables d'entrer tout seuls dans une salle. Ensuite, ils se mettent debout derrière leur table, parce qu'ils ne sont pas capables de s'asseoir tout seuls à une chaise. Et puis ensuite, quand ils veulent parler, ils lèvent la main et on les autorise à parler. J'ai absolument banni cette manière de procéder. Les élèves entrent dans la salle. Je leur mets un coup de gel en ce moment. On se dit bonjour à ce moment-là. Ils vont s'asseoir, ils sortent les affaires sans que j'ai rien à dire et ils se mettent au travail sans que je n'ai pas grand-chose à dire en plus. Et je lutte contre les élèves qui n'osent pas rentrer dans la salle, qui n'osent pas s'asseoir, etc. Et quand ils doivent parler, ils lèvent la main pour dire aux autres élèves qu'ils ont envie de parler, pour éviter de parler à 2 ou 3 en même temps. Et donc ils s'autorisent eux-mêmes de parler. Donc ça, c'est quand même une modification importante. Et finalement, en 2015, entre 2008 et 2015, j'ai beaucoup cherché et je suis tombé un jour sur le manifeste agile, sur l'agilité, et je me suis dit, voilà, quelque chose d'intéressant, parce que avant 2008, il faut bien comprendre qu'aucun enseignant, personne dans l'éducation nationale n'avait travaillé avec le socle commun. Donc, qui dois-je appeler, à qui dois-je demander des conseils pour travailler avec le socle, sachant que personne n'a fait ça? Les seuls qui ont mis en place le socle commun sans le savoir, ce sont les agilistes,
aussi, le Lean également, et donc le manifeste agile. Alors je ne sais pas, et puis je ne vois pas très bien, s'il y a beaucoup de gens qui ignorent ce qu'est l'agilité, donc vous aurez les 3 jours pour le découvrir, aujourd'hui également. Donc je passe rapidement sur ce manifeste, parce que je trouve qu'il y a vraiment une convergence d'idées, de philosophie planétaire entre l'éducation et puis le monde hors de l'éducation, finalement. Et donc, cet ensemble montre que le socle commun et le manifeste agile, finalement, vont exactement dans le même sens, avec la même philosophie. J'ai donc créé un manifeste pédagogie agile, avec les individus et les interactions de préférence au processus et aux outils, ça ne bouge pas, hein, effectivement. Des prises de décision individuelles et collectives, de préférence à des retranscriptions de théories, savoir reproduire par cœur le théorème de Pythagore ou comment trouver un complément d'objet direct, c'est très bien de savoir ça par cœur, mais est-ce qu'on est capable ensuite d'avoir l'attitude pour le trouver? Puis, la collaboration enseignant, partie prenante. Donc ça, c'est la partie la plus difficile pour moi, de trouver une collaboration avec les parents, avec les collègues, avec l'administration, avec toute personne qui travaille autour des élèves que j'ai autour de moi. Et enfin, eh bien, la réponse au changement, effectivement, de préférence au respect d'un plan. Donc la planification est fondamentale. Voilà en résumé le socle commun, finalement. Le socle commun et l'agilité. Voilà pour quelle raison je suis arrivé à l'agilité. Au début, quand j'ai découvert le manifeste agile, je me suis dit, bon, c'est bon, alors les processus, les outils, c'est pas important, le plan non plus, c'est pas la peine que j'en fasse. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que j'avais mal lu le manifeste agile. Non. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il était fondamental d'avoir une partie qui représentait des éléments qui étaient statiques, figés, stables, rigides, mais qui étaient fondamentaux, qui allaient structurer l'ensemble de ce que j'allais pouvoir faire par la suite. Et on a ajouté avec ce manifeste eh bien, des éléments qui étaient, eux, dynamiques, qui étaient évolutifs, instables et flexibles. Et ce sont bien ces éléments-là qui vont créer une véritable dynamique, parce qu'ils s'appuient sur les premiers. Faut-il donc enlever le système militaire prussien ? Peut-être pas entièrement, comme me l'a montré Auguste Escoffier. Et j'ai vu qu'il y avait donc une standardisation qui était fondamentale, qui permettait donc tous de refaire les mêmes gestes, hein, d'être d'accord, de se comprendre, mais également d'avoir une singularité pour chacun et qui permettait justement de faire évoluer cette standardisation qui était indispensable. Ma salle de classe, la voici. Donc ce ne sont pas des tables en ligne, en chaîne, mais c'est plutôt en cercle. Alors, moi j'appelle ça un cercle, je sais, c'est un carré. Mais je dis cercle, parce que je dis ce que j'ai envie dans la salle de classe. Sachant que je suis tout seul et que personne ne peut m'aider pendant 1 heure de cours. Quand un élève me pose une question, je ne peux pas dire « Attends, je vais demander à mon supérieur hiérarchique, je te répondrai demain ou après-demain. » Je dois répondre tout de suite. Et donc, on est tout seul. C'est la liberté pédagogique qui est souvent difficile. Donc, je dis aux élèves, voici la salle en cercle. Bien. Et puis, il y a aussi une autre configuration, parce que les tables, eh ben, ça se bouge à un moment donné, hein, ce n'est pas fixé au sol. Et voici une salle de classe en chaos. Donc, voilà, c'est une autre configuration. Et puis, il y a aussi une autre configuration qui est une sous-division de la salle de classe, là, j'ai 6 salles de classe, en fait. J'ai 6 salles de classe à 40 ou 50% de l'année scolaire. 6 salles de classe de 4 élèves. C'est beaucoup plus simple pour les entendre parler que les 25. Donc je déambule ici, et puis je les entends parler. Et enfin, une dernière configuration, 2 groupes de 10-12 élèves, à gauche et à droite. Et je vais revenir sur l'ensemble de ces configurations. Mais tout d'abord, transmission des informations. Ou bien, percolation des informations, c'est-à-dire la percolation, la théorie de la percolation, qui est une théorie des probabilités, hein, qui est le hasard, hein, qui travaille sur les milieux poreux aléatoires. Alors je vous fais une confidence, je suis un milieu poreux aléatoire et vous êtes aussi un milieu poreux aléatoire, et les élèves sont des milieux poreux aléatoires. Je vais moins parler de transmission. La transmission est fondamentale. À un moment, je me suis dit, bon, plus de transmission, la transmission ne sert à rien.
Si, la transmission sert à quelque chose, mais je vais beaucoup plus aller vers la percolation. Alors, la transmission, c'est simple. Quand je dis je t'ai transmis l'information, ça paraît très simple. Une première transmission de l'énergie, ce sont des câbles tout droits, et alors on transmet parfaitement, il n'y a aucun problème, je te téléphone, je t'ai transmis l'information. Il y a également une transmission un peu plus complexe, celle-ci, mais quand on tourne le volant, l'ensemble des roues tourne exactement comme on a décidé. Il y a une transmission génétique. Bon, alors là, c'est un peu aléatoire. Un coup sur deux, garçons, filles, jumeaux, triplés, quadruplés, on ne sait plus trop. Et puis, il y a des fois des transmissions qui ne se passent pas super bien. Et là, on se dit, la transmission, ça peut des fois faire des dégâts. Et donc, transmission, oui, mais bon, on va quand même réfléchir. Je vais plutôt parler de percolation. Et ce que je voudrais montrer, c'est que je fais de la percolation. Donc, percolation, c'est ce qu'on voit surtout en génétique. Le café, quand on fait un café, on fait de la percolation. Difficile de réussir un bon café avec la percolation. Donc voilà, deux systèmes de percolation. Dans la salle de classe, ça ne part pas du haut vers le bas, il n'y a pas d'attraction terrestre. On va plutôt partir de n'importe où en système de percolation. Rapidement, mon carré. Alors, la notion... donc le sommet de mon système. Donc un point, ce serait une notion, une information que je vais transmettre. Et puis une arête, ça sera la capacité de l'élève, ou bien son attitude, ou bien sa capacité de faire des analogies, puisque c'est comme ça qu'on peut apprendre, ou ce que disait Piaget, la notion d'assimilation. Donc, la première chose, c'est le professeur qui transmet. Et deuxième chose, c'est quand même l'attitude de l'élève qui va lui montrer qu'il a bien perçu cette transmission. Et donc, j'ai plutôt travaillé, comme demande le socle, sur la notion de capacité et d'attitude. Alors, rapidement, une modélisation. De A à B, ce sera la bonne réponse, et de A à C, ce sera une erreur. Donc voilà en gros comment ça se passe. À chaque fois qu'un élève passe d'un cours à l'autre, qu'on lui donne une phrase, parce que chaque mot de la phrase doit être percolé, eh bien ça donne quelque chose comme ça. On va essayer d'atteindre le but qui est de relier A et B quand je parle aux élèves. Et voilà ce qui se passe dans la tête d'un élève au fur et à mesure qu'il grandit, au fur et à mesure qu'on lui parle, au fur et à mesure qu'il va en maths, sciences physiques, biologie, etc. Tous les cours lui servent pour son cerveau qui est un milieu poreux, aléatoire. Voilà ce qui se passe dans son cerveau quand je lui donne une phrase très simple. Donc ma transmission est très simple, mais en ce qui le concerne, c'est beaucoup plus complexe. C'est totalement aléatoire, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Et donc il suffit d'une dernière valeur. Est-ce que l'élève commettra à un moment une erreur ou est-ce qu'il donnera la bonne réponse? Et vous le saurez à la fin de cette petite conférence. Les élèves entrent dans la salle de classe. Ils arrivent dans le couloir, ils voient ce panneau et ils savent qu'ils doivent se mettre seuls à une table, donc dans la salle en cercle. Merci. Alors un groupe classe, 25 élèves environ. Je travaille dans un collège REP, donc avec des enfants excessivement en difficulté, qu'il faut absolument encadrer, qu'il faut mettre en confiance, comme demande le socle. Et donc le groupe classe, qu'est-ce qu'il faut? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut standardiser et il faut également singulariser. Il faut à la fois montrer que chaque élève est unique au monde et en même temps qu'il faut qu'il respecte les règles du groupe. Première chose, avant de parler de la salle de classe, j'ai mis en place ce que j'appelle un jourdex, c'est-à-dire un journal d'expérience basé sur le bullet journal. Le bugeot, si certains ou certaines d'entre vous font un bugeot. Donc j'ai reproduit ce système qui permet aux élèves d'être en petite autonomie à leur âge. Donc voilà, le jourdex c'est un petit cahier. En premier, ils apprennent à créer un index. L'index qui leur permet de rechercher une information très rapidement. Ensuite, il y a le tableau général de l'année en début d'année. Donc ils voient qu'il y a 5 périodes. Une période vacances, période vacances, période vacances. La notion de trimestre, c'est purement administratif. Nous travaillons en pédagogie sur la notion de période. Puis, il y a développé la période 1 avec les mois de septembre et octobre, avec ici des éléments qui seront travaillés pendant la période 1. Et quand un élève réussit un test, une évaluation, eh bien, il noircit sa petite case et puis il peut voir s'il est en retard ou s'il a réussi. Et chaque mois, il y a
le déroulé du mois avec les jours de cours, et puis les différentes évaluations qui auront lieu, les différentes informations. Ça fait que les élèves, au lieu de me demander « Monsieur, on est quel jour? Qu'est-ce qu'on fait ici? Que va-t-il se passer ?» Ils savent déjà anticiper. L'apprentissage de l'anticipation est fondamental, plutôt que d'attendre et qu'on leur dise « Tais-toi, assieds-toi, ouvre ton cahier à la page 124 », comme s'ils étaient capables d'aller chercher l'information. Donc c'est un apprentissage. Une chose pour s'organiser, que j'ai découvert dans le bullet journal, c'est ici on est à la page 60 et les élèves écrivent leur propre journal, le journal intime dans le Jourdex. Et donc le journal ici commence à la page 24 et il se poursuit à la page 62. Ça fait qu'un élève sur un travail de littérature, eh bien à chaque fois va suivre de page en page le reste du cours. Donc c'est une manière aussi de s'organiser. Les élèves, la priorité, c'est qu'ils travaillent seuls. Donc en évaluation, on est dans une salle en chaos, les élèves se mettent où ils veulent, pourvu qu'ils ne soient pas assis à côté de quelqu'un. En quelques secondes, ils déplacent leur table, ils s'en vont où ils veulent. Donc voilà un exemple de configuration. Quand ils sont seuls, et je prends un exemple pour la dictée, quand ils sont seuls pour la dictée que je fabrique moi-même, dans la dictée, je vais mettre en place des règles de grammaire qu'il faudra comprendre. Leur premier professeur, ce n'est pas moi. Leur premier professeur, c'est le livre, pas de publicité, bon, c'est comme ça, c'est le Grevis du collège qu'ils ont tous. Ça, c'est leur premier professeur. Transmission, elle est là. Ils doivent apprendre à lire et à comprendre ce qui est écrit. Ce qui est absolument impossible pour 99% des élèves. Ils ne comprennent pas ce qui est écrit dans le Grevis pour réussir l'exercice. Donc, j'interviens, sinon je resterai chez moi, ce serait plus simple. Et ils ont un dictionnaire s'ils en ont besoin. Ensuite, ils font la dictée, et puis j'entoure les erreurs et je mets en dessous les erreurs commises par cet élève. Et ensuite, dans le Jourdex, ils ont un tracker dictée. La dictée 1, on voit que l'élève, en point rouge, a fait une erreur sur le pluriel des verbes, également sur le mot tout et sur le participe passé. Et on voit que sur les 4 dictées ici, le participe passé, ça ne rentre toujours pas en plus des cours, des explications, de la transmission. Pourtant, j'ai tout bien expliqué. Je vous jure que c'est très simple ce que j'ai dit sur le participe passé. Il n'y en a pas un qui fait ce que je dis. Je ne comprends pas. C'est quand même insupportable. Là, on est à la dictée 8, donc c'était il n'y a pas longtemps. Donc voilà, un élève qui, le participe passé, ça commence à porter ses fruits. Le but, c'est d'arriver à la dictée 16 au mois de juin avec un maximum de points verts. Ça fait que l'élève, ici, peut savoir où il en est. Et à partir de là, eh bien, je peux faire des cours particuliers, individualisés sur certains points. Et un élève qui n'a que des points verts ne fait plus la dictée. Donc j'ai des élèves là qui ne font plus la dictée. Ça ne sert à rien. Ils connaissent les règles de grammaire. Donc, ils font autre chose. Je leur donne des exercices qu'ils ne comprennent pas et qu'ils doivent résoudre pour apprendre quelque chose. Donc la dictée, bon, la voilà, je fais la correction avec des petites explications. On travaille sur le participe passé, l'infinitif, et donc ils ont tout ça dans leur Jourdex pour réaliser la dictée 2, 3, 4. Ils se servent de toutes ces informations qui sont précises, claires, et ils ont encore du mal. La percolation prend du temps, est totalement aléatoire. Le mois d'octobre, par exemple ici, et un élève qui rate une évaluation, ça peut arriver, des choses à apprendre par cœur, il la rate, il recommence quand il veut. Il recommence quand il veut pour avoir plutôt une bonne note. Ça, c'est important. Alors, et on recommence quand on veut. Si on a 1 ou 2, il recommence le lendemain, 3 jours après. S'il a 20, le 2 disparaît et il a 20. J'ai 25-27 élèves par classe. Allez, il y en a 3 qui veulent bien recommencer tout seuls. Mystère et boule de gomme, comment ça se fait? A, B, C, D, F. En fait, j'ai supprimé les notes. J'ai arrêté de 0 à 20. Je ne le mets que pour le bulletin. En fait, je fonctionne par A, B, C, D. AB, cela veut dire qu'en système de percolation, eh bien, l'arête existe. On va pouvoir aller de A à B. Et si l'élève a CD, ça devient beaucoup plus difficile, l'arête n'existe pas. Donc dans le système de percolation, pour lui, c'est beaucoup plus difficile d'accéder à la réponse. Et ensuite, pour le trimestre, les élèves font leur calcul de ABCD
combien de A ont-ils, de B, etc. Et puis ils changent ensuite leur ABCD en notes, parce que avoir 12 ou 13, quelle est la différence? Avoir 12 ou 14, qu'est-ce que ça va changer dans la vie? Mais en revanche, avoir C ou B, c'est beaucoup plus parlant. Et un élève qui a C, je lui dis exactement ce qu'il doit faire pour avoir B. Alors que l'élève qui a 9, qu'est-ce que je peux lui dire pour qu'il ait 10? Pourquoi je ne lui ai pas mis 10? Donc je trouvais ça absurde. Les 4 niveaux, en fait, correspondent au socle commun. Pour avoir le socle, il faut avoir A ou B. Et si on a C ou D, on n'a pas le socle. Donc, je mets ici en place quelque chose qui corresponde au socle, en supprimant, comme le singe, hein, je suis un singe, je vous rappelle, des choses qui servent finalement pas à grand-chose. Pour savoir comment se déroule l'apprentissage dans le groupe classe, j'ai ici un panneau, un grand panneau visible par les élèves, c'est mon panneau d'estime. Donc j'enseigne à l'estime, c'est-à-dire non pas que j'estime ce qui va se passer, mais je vois le pourcentage d'élèves qui ont réussi un exercice, qui ont réussi une évaluation. Donc mon objectif, c'est arriver à 80% de la classe. 100% j'ai abandonné. Hein, je perds du temps, je perds mon énergie, je m'énerve trop facilement. Donc 80% et grosso modo, j'arrive plutôt à 65-70%. 60%. Et donc, tant qu'on est à 30% sur un exercice, je le recommence. Les élèves refont cet exercice jusqu'à ce que le système de percolation puisse se modifier et être de plus en plus performant. En fait, je travaille par itération, forcément. J'ajoute des incrémentations et forcément, il y a des adaptations à mon enseignement de cette manière pour appliquer le socle commun. Quand les élèves entrent dans la classe et qu'ils voient ce petit panneau, ils savent qu'à ce moment-là, ils seront dans cette configuration-là. Donc la salle de classe en cercle, eh bien, les élèves déplacent leur table, hein, je leur explique en début d'année, et j'ai 6 classes à ce moment-là. Et les élèves, avec les 6 classes, ont un panneau Kanban que j'ai fabriqué, et ils vont échanger ensemble afin de respecter ce qui est demandé sur le socle. Je fabrique également des groupes spécifiques. Par exemple, ici, vous avez un groupe qui va travailler uniquement le pluriel des noms et des adjectifs parce qu'eux ont beaucoup de mal à la dicter pour faire ce genre de choses. Et donc l'élève, à un moment donné, va pouvoir choisir ses niveaux. Donc le but, c'est d'arriver à un niveau apprenant, c'est-à-dire d'être parfaitement autonome. C'est le niveau NEC plus ultra, c'est le maximum. Donc sur les 102 élèves que je dois avoir 3 ou 4 élèves qui peuvent atteindre peut-être ce niveau autonomie ou indépendance. Sinon, la plupart arrivent au niveau maximum de niveau élève. Ils savent à quoi correspond un niveau, et pour éliminer les élèves qui peuvent perturber les groupes et les autres. Donc j'ai mis en place tout un système. Et si vous êtes au niveau 7, on aime recevoir du contrôle. Et donc l'élève, quand il lit que pour que je puisse progresser, le professeur me dit de me taire, d'être plus attentif, de ne pas gêner les autres, de sortir mes affaires, de mettre à jour mon jour-deck, j'ai souvent besoin que le professeur fasse attention à moi. Et bien ça calme tout de suite. Hein, on n'a pas besoin qu'on fasse attention. Et donc ça élimine la plupart des élèves qui peuvent poser problème, parce que j'ai éliminé aussi les punitions, les heures de colle, toutes ces choses qui ne servent strictement à rien et qui ne sont pas du tout liées à l'apprentissage. Donc cadrer, c'est très important, un cadre est fondamental, mais il faut également que ce cadre puisse évoluer, c'est-à-dire grandir. Et donc les élèves vont grandir dans des cadres d'abord très serrés, puis au fur et à mesure de l'année, je vais grandir ce cadre. Je suis là également pour rythmer, et je vais là être ici pour prioriser. Les élèves à 14-15 ans ont du mal à prioriser les différentes tâches qu'ils doivent faire. Le panneau, le voici. Donc c'est simple. Donc ils déplacent dans la colonne centrale sur « En train de faire ». Ils doivent travailler tout d'abord seuls. Ils sont en petits groupes, mais ils travaillent seuls. Puis, à 2, ils vont tester l'écriture. Est-ce que mon voisin a fait des fautes d'orthographe? C'est le domaine 1, les langages, savoir écrire correctement pour transmettre des informations correctes. Puis, ils vont travailler en groupe sur le test réponse. Ils vont regarder la réponse qu'il fallait mettre ou les réponses possibles, parce que parfois il y a 4 réponses ou 5 réponses possibles. Et enfin, à ce moment-là, j'interviens. J'interviens à ce moment-là. S'ils me posent des questions avant, je dis « je viendrai tout à l'heure, prenez des risques, faites des choix ». Et une fois que c'est fait, eh bien, on met dans « fait » et on voit toutes les tâches qui sont en train d'être faites. Et dans la case du bas, ils mettent les erreurs qu'ils ont pu commettre pour ne pas commettre à nouveau ces erreurs. Et ces erreurs seront ensuite affichées sur un panneau. Donc voilà le panneau avec les différentes cases.
Et ici, par exemple, quand des élèves travaillent sur un texte, chacun un texte de rédaction, eh bien, il y a ici, dans le texte, ils doivent vérifier le pluriel dans chaque texte. Bon, bah, tant pis. Donc, ils relisent 4 ou 5 fois le texte, avec à chaque fois une consigne. Je vérifie les participes passés, je vérifie les sujets, etc., etc. Donc, on est bien ici dans un système itératif. Donc les élèves manipulent le panneau. Vous avez ici une postitrice. Le postiteur ou la postitrice est le responsable du panneau. C'est lui qui a le droit de toucher le panneau, de l'afficher, de l'enlever, de le remettre en place, de le ranger, mais ce n'est pas le chef du groupe. Et une fois que les élèves sont prêts à m'appeler, il y a une petite sonnette sur mon bureau et ils font sonner la petite sonnette, ça fait des dings et à ce moment-là, eh bien, je vois quel est le groupe qui m'appelle. Et cette petite sonnette, ça permet aux autres groupes de dire « Oula, ils sont en train d'avancer, il faudrait qu'on avance un petit peu plus vite, ce serait quand même mieux. » Et donc ça crée une forme de dynamique. Il y a des directives. Donc pour le travail en groupe, on se note à la fin, on a A ou B. Ah, donc il n'y a pas d'interdiction. Ce sont des choses à ne pas faire, ce sont plutôt des choses à faire. Et puis en niveau négatif, eh bien, j'ai pas mis ne pas. Alors la seule chose que j'ai rajoutée cette année, c'est les élèves qui mettent leur masque juste là, pas sur le nez. Et donc je dis waouh, les gros nez sont de retour. Alors ça calme un peu et ils mettent leur masque plus ou moins sur le nez pour éviter une forte contamination. À la fin de chaque heure de cours, ils disent s'ils ont été aidés, combien de choses ont-ils pu apprendre, quelle était leur humeur du jour, est-ce qu'ils avaient faim, amoureux, est-ce qu'ils étaient fatigués, et enfin ils se mettent ABCD. Pour se mettre ABCD, ils ont des petites cartes, et tous en même temps, sur un élève, l'un après l'autre, ils font tomber les cartes. Lui, il a plutôt C, si on est tous d'accord, il a C, etc. Donc l'élève met également son niveau et les autres sont d'accord ou pas. Il y a ici un consensus. Le panneau des erreurs qui est affiché dans la classe pour tous les élèves et ils peuvent venir voir les erreurs à ne pas faire. On transmet également ces erreurs à ne pas faire. Souvent, je dis aux élèves, non, ne fais pas comme ça, tu vas perdre du temps pour l'instant. Je t'explique que si tu le fais comme ça, ça va être une erreur. Bon, il n'aura rien appris, mais au moins on ira un peu plus vite sur d'autres choses. L'individu et le groupe donc, sont vraiment fondamentaux. On a d'un côté le panneau des erreurs et de l'autre le panneau des Kanban pour voir comment on avance. Et à la fin du travail en groupe, je leur donne une petite carte qui est une carte, c'est-à-dire une carte avec un cœur. Et sur cette petite carte, ils remercient les élèves du groupe avec lesquels ils étaient pour apprendre. Cette année, j'ai enfin pu réaliser un projet que j'avais depuis 2 ans, c'est-à-dire un vrai projet. Nous fabriquons avec 2 classes de 4e une exposition de 8 panneaux sur la couleur de peau. Donc ils ont fait des recherches au sein de mon cours, en biologie, en physique, en histoire, on a vu des documentaires. Donc chaque groupe fait un panneau, et moi je fais le premier panneau, et puis il y aura le dernier panneau sur les vraies couleurs de peau, puisque personne n'est noir ou blanc, c'est ce qu'ils sont en train de découvrir. Et donc là, ils ont leur Kanban, et alors là, attention, ce Kanban est en 2 parties, parce qu'on ne fait pas qu'une seule chose à chaque heure de cours, sur les 5 heures ou 4 heures de cours de français par semaine. Donc en haut, on travaille sur une pièce de théâtre, et en bas, c'est sur l'exposition. Et donc, on voit que les points rouges, c'est le travail sur le théâtre, et sans points rouges, c'est l'exposition. Et je leur dis à quel moment on fait le théâtre et à quel moment on fait l'exposition. Donc voilà un Kanban assez complexe, et ils apprennent cette petite forme de complexité et d'organisation. Voici donc leur prototypage, leur prototype dans le Jourdex, ensuite sur feuille A4, et ensuite sur le grand panneau. Et une fois que les grands panneaux seront terminés, je les mets sur ordinateur, j'envoie à l'imprimerie, et ils auront de vrais grands panneaux, comme sans doute les roll-up qui sont dans l'entrée, je crois qu'il y en a. Et enfin, dernière disposition, cette disposition-là, c'est Edward Harkness, qui est un philanthrope américain dans les années 30 aux États-Unis, qui s'est dit, bon, le système militaire prussien, ça va 2 minutes, les élèves n'apprennent rien. Et donc, il a aidé une école, en particulier l'Exeter College, à acheter ces superbes tables en bois, et les élèves font ici un cours, alors ça doit être un cours de littérature ici. Et donc, les élèves discutent entre eux. Et il y a un enseignant, soit l'enseignant mène la discussion, soit il se met en retrait et les discussions se font sans le professeur, ce sont les élèves qui fabriquent le cours et qui mènent les discussions. Je mets en place ceci à travers ces 2 espaces. Pendant que
pendant 15 ou 20 minutes, un premier groupe travaille en autonomie, l'autre groupe doit travailler. L'autre groupe n'est pas un groupe, mais ce sont des individus qui travaillent chacun sur un problème particulier. Et au bout de 20 minutes, je change les groupes. Et à ce moment-là, un groupe va discuter et puis l'autre ne discute pas, mais travaille en silence. Pour comprendre comment fonctionne la transmission des informations au sein du groupe et ce qui se passe. J'ai donc la liste des élèves autour de la table, en cercle, et je note la transmission des informations. On voit que l'élève B et l'élève, ça doit être l'élève l'élève J ont beaucoup parlé, ainsi que l'élève K. L'élève F, qui est tout là-bas, a très très peu parlé. Et donc, on voit la prise de parole. À la fin, les élèves voient les prises de parole et les fois suivantes doivent augmenter leur prise de parole et leur discussion. Et je note tout ce qui a été dit sur les élèves. Et au fur et à mesure de l'avancée, ils apprennent à parler, ils apprennent à s'écouter, ils apprennent à argumenter, ils apprennent à se servir de ce qui a été dit. Percolation, j'arrive au bout de cette aventure dans cette salle de classe. Est-ce que l'élève a réussi ou pas ? Eh bien, c'était une erreur. Sa réponse, il aurait presque pu réussir l'exercice. Ça a été à 2 doigts qu'il réussisse. Ça a été quand même profitable. Il s'est quand même passé quelque chose dans sa réponse. Donc on va dire que c'est une petite erreur qui le servira par la suite. Voilà le système que j'utilise. Donc un système qui comprend le Lean, l'agilité, software craftsmanship et les sciences, et de l'autre, un système qui utilise le biomimétisme, l'entreprise libérée, la permaculture et surtout le hasard. Ma pédagogie, je l'appelle éducaryote, puisqu'elle fonctionne comme une cellule eucaryote. Et je vous remercie infiniment, et désolé pour ce petit retard.